Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Xavki. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu comment je gagne du temps dans mes process d'apprentissage. Donc la chaîne est mon principal process d'apprentissage, c'est-à-dire que par le biais de ce que je vous montre, j'apprends en même temps des choses et je capitalise dessus. Un des axes essentiels, me semble-t-il, par rapport à ce que je fais et ce que je pratique, c'est la possibilité d'itérer sur des stacks, c'est-à-dire que voilà, je suis en train d'apprendre Thanos, je suis en train d'apprendre, je sais pas, Prometheus, Keycloak, peu importe, je suis en train d'apprendre une stack donnée, quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de l'installer. Donc quand dans une première étape, bien sûr, on est en mode apprentissage, et puis on apprend à l'installer, et on a compris comment l'installer. Derrière, on a besoin souvent de casser cette stack et de la refaire de manière répétitive, non pas pour apprendre à le faire, donc c'est pour simplement repartir de zéro et pouvoir faire des tests incrémentaux de cette manière-ci, découvrir, installer des plugins, installer d'autres choses, et recasser si jamais voilà on a pris des risques. Et très souvent, un frein important à ce process, c'est quoi? C'est de se dire, ah ben, il va falloir que je réinstalle tout. Et là, du coup, quand c'est comme ça, on n'ose pas faire des choses, il y a certaines choses qu'on n'ose pas faire, et au contraire, c'est en cassant qu'on apprend des choses. Donc du coup, une des meilleures méthodes, c'est de se dire, je vais avoir une stack qui va être cassable, entre guillemets, et que je vais pouvoir retrouver très rapidement, et je vais pouvoir même recasser, refaire le même process, et essayer de comprendre pourquoi je l'ai cassé en faisant ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose, je trouve, c'est un facteur qui est important, au-delà de casser les choses, c'est d'être capable d'avoir une stack, et pouvoir partir d'un état initial, et de pouvoir tester des choses dessus, apprendre dessus. Pour ça, j'ai deux angles que j'utilise, soit d'un côté Vagrant, soit de l'autre côté j'utilise Docker. Alors avec Vagrant, première chose, donc si on regarde sur le projet Xavki, quoi, le user Xavki, ou plus exactement Xavki Project, vous allez retrouver les Vagrant files, donc toutes mes stacks. Donc si vous allez sur, alors on va retrouver ici rapidement, ça s'appelle Vagrant Stack, voilà. Vous voyez qu'ici j'ai voilà, des ELK, AutoCube qui est vraiment mon truc à tout faire avec Kubernetes, c'est-à-dire que plus ça va, plus j'en ajoute dessus. J'ai voilà, du consul sur du Kubernetes, j'ai des ingress différents, j'ai du Istio, j'ai pas mal de choses, je vais encore rajouter Longhorn bientôt, Prometheus, Operator, etc. Donc le but c'est d'avoir vraiment une stack complète qui va permettre de tester les choses et Helm et tout ça d'installer dessus. Moi je veux plus perdre de temps en installant ça. Ça c'est vraiment une fois qu'on a compris comment ça se faisait, qu'on peut passer les choses. Donc dans ce mode aussi, ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple AutoCube, qui est le plus, on va dire, l'élément le plus complexe dans toutes les stacks que j'ai fait, c'est que vous voyez que derrière, donc j'ai un Vagrant file qui lui va faire simplement que de provisionner des VM, avec un petit peu de boucle, un peu d'intelligence éventuellement, quelques questions qu'on pose à l'utilisateur, et derrière surtout je vais avoir des scripts shell. Et là aussi il y a un process d'apprentissage qui est intéressant, c'est-à-dire que je vais être obligé de scripter pour avoir ma stack en question. Donc soit l'installation est complexe, soit elle n'est pas complexe. Par exemple ici, voilà, je vais avoir par exemple l'installation d'un HAProxy pour Cube en frontal. C'est simple, mais le fait de le faire et sous forme de bash, je trouve ça plutôt pas mal parce que derrière moi en plus je le partage avec tout le monde, hein, donc du coup le bash est quand même plus accessible que d'utiliser par exemple un provisionneur de type Ansible où je me ferai plaisir moi, mais je ferai pas forcément plaisir à tout le monde. Donc là l'idée c'est vraiment de rendre ça le plus abordable possible à tout le monde. D'autant plus que le bash on va le lire, tout le monde va pouvoir le lire très facilement, de manière, on va dire, linéaire. Donc ça, c'est vraiment une chose importante sur laquelle j'insiste, en tout cas pour moi. Derrière, vous voyez donc les stacks, j'ai de l'ELK, j'ai du Jenkins, du GitLab, j'ai des stacks, j'ai aussi une stack de pipeline intégrée, il y a voilà, l'Open Distro, etc., pas mal de choses, SoulStack, on retrouve beaucoup de choses. Donc ça, c'est la partie Vagrant que je trouve vraiment
importante. Pourquoi? Parce que quand je veux avoir par exemple un cluster cube, là en plus j'ai fait les choses de manière un petit peu plus poussée, c'est-à-dire que à chaque fois maintenant, quasiment quand je crée un background file, je pose des questions à l'utilisateur pour donner un degré d'avancement dans l'installation de la stack en question, c'est-à-dire que soit je veux simplement avoir des VM simples qui vont porter des noms attachés à cette stack-là, soit je veux installer l'outil dans un état minimum, par exemple juste Kubernetes, soit je veux avoir une stack de monitoring dedans, et dans ce cas-là, je vais passer encore un cran au-dessus, soit je veux encore avoir, par exemple, un WordPress avec du NFS, du stockage dedans, je vais également passer un cran dessus, et ça, c'est ce que je pose comme question ici à l'utilisateur, et en fonction de mes scripts d'installation bash qu'on a vu tout à l'heure, les choses vont être plus ou moins installées de manière poussée. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très important et qui fait gagner un temps mais considérable dans le process d'apprentissage. C'est vraiment un truc pour moi qui est vraiment une des choses marquantes que je fais depuis maintenant plus de 2-3 ans quoi, qui me fait gagner du temps et que je trouve très important dans ce process d'apprentissage. Deuxième chose, et là c'est un process qui est beaucoup plus ancien pour moi, ça fait plus de 4 ans que j'utilise ça, c'est la possibilité d'utiliser Docker, mais pas simplement sous forme de Docker, c'est de profiter des containers Docker en leur ajoutant SSH, en leur ajoutant un init à l'intérieur et systemd, de manière à gérer des containers comme on gère des VM. C'est-à-dire que ne pas avoir à se poser de questions sur la ressource que je vais allouer, sur le CPU, la RAM, etc. Peu importe, ça je m'en fiche complètement. Moi ce que je veux c'est avoir quelque chose qui ressemble à une VM, même si d'un point de vue système en dessous c'est absolument pas une VM, mais qui bénéficie surtout de la vitesse d'implémentation, la vitesse de provisioning plutôt de Docker. Et ça, c'est vraiment très cool. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans la vidéo 14 de Ansible, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose que, voilà, d'ailleurs, donc je le partage. Alors ça fait partie aussi des éléments d'organisation. C'est que si vous allez sur le GitLab que l'on a tout à l'heure, vous avez tous les dépôts de toutes les playlists depuis le début de la chaîne. Donc si vous retournez ici, si on a Ansible par exemple qui traîne, voilà, tutoriel Ansible, et bien dedans j'ai désormais voilà toutes mes vidéos, et donc si on regarde la 14 il me semble de tête, voilà, plateforme dev, et là vous avez l'image initiale Docker qui va être utilisée, le script bash on va le lancer tout à l'heure, et la possibilité, donc si on fait du Ansible dans ce script bash, d'avoir un petit élément custom. Le but de ça, c'est on peut l'améliorer vraiment grandement. Moi par exemple j'utilise uniquement des images Debian, vous pourriez utiliser en même temps du choix avec du CentOS ou d'autres types d'images. Le but c'est de faire évoluer les choses. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour faire évoluer ce script là en me disant ah bah tiens ouais rajoute ça, rajoute ceci, etc. Ou moi j'ai fait ceci. Non, moi le but c'est pas d'intégrer au fur et à mesure et d'avoir des échanges avec les gens sur cet aspect là, parce qu'on peut le faire évoluer grandement, ça peut devenir vraiment un projet open source qui pourrait prendre vraiment voilà, du temps, etc. Moi c'est pas du tout mon objectif. Donc là, vous le retrouvez, ce script bash, on va pas le reparcourir aujourd'hui, hein, vous l'avez dans la vidéo 14 des tutos Ansible, et donc ce script bash, qu'est-ce qui me permet de faire? Je le lance, je lui dis voilà, je veux 5 pseudo VM par exemple, donc là c'est parti, il va se lancer, il me crée, vous voyez, des VM avec des noms spécifiques, et derrière il me récapitule les choses, et dans le script bash, ce que je fais, c'est que je récupère la clé SSH que j'ai, donc la clé publique, et je vais la déposer à l'intérieur de chacun des containers. Donc derrière, je vais pouvoir très rapidement me loguer, tiens, justement, on va parler un petit peu, me loguer à l'intérieur, comme ceci, et là je suis dedans, donc je suis dans ma machine en question. Alors bon là j'ai pas de bash direct, mais voilà, là je peux le lancer bien sûr directement. On se retrouve avec notre IP en question, et derrière c'est parti. Si je veux tester des outils, apprendre quelque chose, je fais mon apt update éventuellement, en sudo ce sera quand même mieux. Derrière ensuite je peux aller installer des choses. Je peux faire un apt install de ce que je veux, je peux faire un wget de n'importe quoi, je l'installe, et surtout donc une fois que j'ai terminé tout ça, l'avantage de ce fonctionnement là, c'est que on est isolé dans un container,
Derrière, eh bien, je peux ressortir. Une fois que j'ai terminé mes petites phases de test, je reprends mon script et là je lui passe un -drop et là il va me vider les 5 machines en question. Donc c'est pas des VM, c'est des containers, donc ça a un avantage certain, c'est la vitesse de provisioning. L'inconvénient c'est qu'on n'a pas tout à fait la même chose qu'on a dans une VM, mais c'est vraiment très très pratique. Alors attention, bien sûr, c'est une faille de sécurité importante également, donc c'est pour ça que quand on l'utilise, l'idée derrière c'est de le supprimer directement. Alors, le Vagrant, vous voyez, là par exemple, je suis en train de réinitialiser un cluster Cube, et là j'utilise Kubespray pour gagner du temps, donc c'est en plus du Ansible, on est un peu dans un système de poupée russe, et vous voyez, donc là il est en train de finir son installation, ça tombe pas mal, et derrière, vous voyez qu'il est même en train d'installer des éléments, donc il va m'installer kubectl, les alias qui vont bien, etc., etc. On va finir donc cette petite installation, peut-être qu'il va avoir fini là. Ouais, c'est en train de se faire, voilà. Donc il installe quelques utilitaires liés à Cube, je veux pas perdre de temps, il installe mes alias dedans, c'est pareil, je veux pas perdre de temps. On peut apprendre des commandes par cœur, c'est pas un souci. Moi le but c'est pas de passer du temps sur ces choses-là, c'est de passer du temps vraiment sur comprendre ces outils, etc. Donc là si je fais un VSSH donc là maintenant en plus, l'avantage de repartir toujours sur la même stack, c'est que je connais j'ai mes points de repère partout, je peux créer des alias par-dessus. Ici, j'ai ma machine, je peux faire un kubectl, donc en plus j'ai mes alias dedans, kubectl getPod, j'ai rien, puisqu'en fait j'ai pas de pod initiaux, et derrière je peux vérifier, j'ai mes nodes qui sont là, j'ai mes namespace également, vous voyez que j'ai du monitoring par exemple dedans, et donc là, si je le lance, ici il est déjà opérationnel, on va regarder, alors on va se mettre ici, hop, voilà. Je peux faire un prometheus.cube. Alors vous voyez qu'on est sur une 404, donc il doit avoir une petite bricolette qui est pas encore up, mais c'est pas grave. On vérifiera facilement les choses. Donc c'est aussi l'occasion de passer du temps. Voilà. Donc pour l'instant dans le namespace monitoring j'ai rien. En fait ouais, j'ai cru que j'avais stocké quoi. Je sais pas comment je l'ai lancé. Ah oui, j'ai pas initialisé le monitoring. Alors là en plus ce que j'ai proposé comme amélioration, ce que je me suis auto-proposé on va dire, c'est plutôt une petite amélioration, c'est qu'auparavant donc je posais la question, est-ce que je veux du monitoring, etc. Et il me faisait l'installation. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets même tout à disposition dans des répertoires. Et même si j'ai pas souhaité installer le monitoring au moment où j'ai fait mon Vagrant Up, ben je dispose de l'ensemble des fichiers qui vont me permettre de l'avoir. Et donc du coup, voilà, je peux aller faire des petites modifications. Donc là, j'ai en tête un tuto que je vais vous faire ensuite. Et donc je peux aller faire mes petites modifications. Et ensuite, lancer seulement les scripts d'installation, et là j'aurai mon Prometheus, et pas de souci. Donc, mais ce qui est très important, je trouve, c'est cette capacité à itérer sur les choses, à mettre en place ces stacks, et à stocker les choses. Donc, aussi, autre élément très important, donc moi j'ai un alias qui s'appelle Prez, et dans Prez j'ai gitlab.com, et dans gitlab.com, j'ai une partie de mes dépôts, alors pas tous, parce que j'avais réinitialisé une machine, mais j'ai une grande partie de tous mes dépôts qui sont sur GitLab, et ces dépôts c'est quoi? C'est juste des prises de notes. Si je prends n'importe lequel, celui par exemple voilà, de Prometheus, à l'intérieur j'ai quoi? J'ai une prise de notes qui est finalement structurée, c'est les tutos que vous voyez, hein, avec les numérotations de chacun des tutos, et derrière ça me permet de segmenter un petit peu et d'organiser comment cette techno je l'ai découverte, comment je la découvre et comment je peux retrouver des éléments à l'intérieur avec cette prise de notes. Si on a une prise de notes linéaire, on va pas s'y retrouver, on peut créer des titres, etc. Il y a des outils qui sont géniaux pour ça. Moi je n'utilise pas ces outils là, j'utilise MDP parce que je vous fais des slides après. Et l'avantage c'est que derrière on va retrouver donc sur notre GitLab en question, alors hop, on va se le reprendre, voilà, si je prends n'importe quel tutoriel par exemple Ansible, si je prends l'introduction, hop, c'est du Markdown, et derrière on va retrouver facilement l'ensemble des éléments avec des bullet points, pour être assez synthétique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous, dites-moi vous comment vous utilisez également votre veille, mais je trouve que dans le process DevOps,
on a bien cet aspect de boucle. Eh bien, on s'y retrouve également dans la formation, dans l'auto-formation principalement, en fonctionnant avec Vagrant, Docker tel que je l'utilise. En tout cas, je m'y retrouve bien. Il y a plein d'autres choses, il y a plein de gens qui ont aussi leur manière de faire. N'hésitez pas à partager. C'est l'occasion de s'améliorer un petit peu en process. Voilà. Ciao et bon week-end à tous.